La France lance son Autumn Cup contre le Japon. Et si le stade de 81 000 places sonnait un peu creux avec 47 000 billets vendus, les Bleus ont fait tout simplement vibrer le Stade de France. Antoine Dupont, après une année marquée par les Jeux Olympiques et son titre olympique, revient sur le devant de la scène avec l'équipe de France. Mais soyons honnêtes, le rugby n'a pas tout à fait la même hype qu'avant la Coupe du Monde. C'est là que commence la mission Reconquête, séduire le public, rallumer la flamme et offrir un spectacle et un show mémorable. Et samedi soir, les Bleus ont littéralement balayé le Japon. Ce n'est pas qu'une question de talent individuel, même si ça aide forcément. C'est toute une dynamique pour moi qui vient d'être retrouvée. Un retour à la base de ce qui avait fait notre succès sur le Grand Chelem en 2022. Défendre fort, occuper le terrain et se nourrir de moindres ballons de l'adversaire sur des contre-attaques. Et une augmentation des prises de risque. Dans cette vidéo, on va voir comment les Japonais ont tenté de résister, ce qu'ils ont essayé ou essayent de construire, et surtout pourquoi les Bleus ont décidé de revenir aux fondamentaux. Sur nos possessions, avec du jeu pénétrant, le fait d'attaquer très bien les leaders défensifs et des petites subtilités qu'on n'avait pas vues depuis un moment. Alors, installe-toi confortablement, lâche ton petit pouce bleu et pense à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. C'est le meilleur moyen de récompenser mon travail. Et profite du débrief complet de ce match. La première des tendances, même si il ne faut pas oublier quand même qu'on a eu une opposition qui était relativement extrêmement faible de la part des Japonais, c'est que j'ai cette impression qu'on revient à ce qui avait fait notre force pendant le Grand Chelem 2022. Dans notre camp, si on n'arrive pas à mettre de la vitesse sur les deux premières séquences de jeu, on met un jeu au pied dans la boîte le plus loin possible, on s'organise pour avoir un rideau défensif extrêmement dense qui monte et on va défendre chez l'adversaire. Et c'est d'autant plus intéressant de voir cette efficacité défensive puisque le Japon est une équipe qui aime beaucoup tenir le ballon. Si on s'attarde sur les stats défensives, on tourne à 234 plaquages quand les Japonais, eux, ils sont à 106. Par contre, en termes d'efficacité, attention, ils sont à 38 plaquages loupés, ce qui est énorme. En défense, il faut quand même relativiser en disant que le Japon est une équipe très faible. Il faut les faire les 238 plaquages et notamment il faut les tenir les durées des séquences longues que les Japonais ont été capables d'imposer. Ils ont majoritairement tenu la balle beaucoup plus que nous avec des rucks beaucoup plus rapides. 77% de rucks à moins de 3 secondes alors que nous on en a que 57. On va y revenir mais on sort quand même plutôt bien de ces longues séquences défensives et notamment à la 26e minute, il y en a une que je trouve très intéressante où il y a Dupont qui commence à monter pour fermer, il passe en fréquence. Là, il arrive à rattraper le mec et à pas se faire déborder, ce que déjà est un exploit en soi parce que c'était très bien joué de la part des Japonais. Et le mec va se relever pour repartir et là, il y a un petit geste qui paraît anodin mais qui est tout simplement extraordinaire. C'est Dupont qui lui rattrape la jambe, qui le ramène au sol et là, on a Emilien Gaëton qui vient contester le ballon et tu récupères un ballon de contre-attaque. Et en fait, c'est tous ces petits moments clés dans la défense qui te permettent de récupérer le ballon. Donc on voit le contest de Gaëton mais il faut se rendre compte de l'action de Dupont qu'il y a auparavant. Donc oui, on regagne de l'efficacité sur le fait d'aller défendre chez l'adversaire, même si ce n'est que le Japon. L'un des avantages pour moi d'aller défendre chez l'adversaire avec des jeux au pied d'occupation par rapport au rugby moderne où il y a beaucoup de jeux au pied de pression, c'est que pour moi on est quand même plus efficace pour défendre au sol que dans les airs. Et donc contrairement aux autres matchs du week-end, parce que sur les autres matchs du week-end il y a eu quand même beaucoup de séquences avec des jeux au pied dans la boîte qui sont montés et ces fameuses escortes qui protégeaient le porteur du ballon, maintenant on n'a plus le droit de le protéger. Donc on a des vrais duels aériens, il y a eu beaucoup de pénalités, nous on ne s'est pas du tout lancé là-dedans. Le second avantage, et qui pour moi est peut-être une nouveauté, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit Antoine Dupont dans le troisième rideau. Il va falloir attendre sur les différents matchs de la tournée, voir si c'était juste un concours de circonstances ou si c'est un changement d'utilisation du joueur et du profil de joueur, mais c'est peut-être une évolution dans notre système de jeu. Je m'explique. Dupont, il revient du 7 qui est une discipline totalement différente du 15. Il annonce avoir énormément progressé dans certains secteurs de jeu et sur certains gestes techniques qu'il ne travaillait pas forcément à 15 avant, par exemple les rucks, parce que quand tu joues à 15, le 9, c'est rare qu'il soit obligé d'aller mettre la tête pour assurer une phase de conservation. À 7, t'es obligé. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il annonce aussi avoir dû extrêmement travailler tout ce qui était défense individuelle, évidemment, mais là où il était déjà très bon, mais les duels et la perception des espaces et l'utilisation des espaces. Quand on regarde cette action en début de match, après son jeu au pied dans la boîte, la France s'est organisée pour pouvoir presser fort, mais Antoine Dupont reste en troisième rideau. Ça va permettre une chose, c'est qu'il va pouvoir décider directement de la forme de la contre-attaque qu'on va adopter. Est-ce qu'on va jouer au pied ou relancer le ballon? Et il fait quelque chose qui me rappelle un petit peu le 7. Il réceptionne le ballon, Ramos il fait une passe, et là Dupont s'arrête, repart vers la source, et lorsqu'il voit que c'est fermé, porte le ballon vers l'extérieur et donne à Atix Sobé qui break dans le couloir. Cette action, elle peut paraître anodine alors qu'elle ne l'est pas. Il n'y a aucun surnombre côté français. Sur la réception du jeu au pied, après la première
passe, Dupont se retrouve avec 7 japonais qui montent sur lui et Atis Sogbe. Atis Sogbe, il n'est pas du tout démarqué. Beaucoup de joueurs auraient fait la passe directement à Atis Sogbe pour aller chercher les couloirs et son action de retour intérieur, elle bloque toute la défense et derrière il repart dans l'autre sens avec une course latérale qui force la défense à contrôler l'espace qu'on va lui laisser. Et ce qui est très mais vraiment très fort, c'est Atis Sogbe là-dessus. Quand on le regarde, il reste en fréquence, puis sur le temps de passe de Dupont va se décaler dans l'espace libre. C'est comme s'il avait fait exprès de laisser cet espace au début, de manière en fait à ne pas attirer des japonais dans cette zone, et sur le temps de passe, il se décale et il change de couloir. Et ça me donne vraiment l'impression qu'on a fait exprès de laisser Antoine Dupont dans le troisième rideau pour profiter de ses qualités, de sa lecture sur les contre-attaques. Alors la question qu'on peut toujours se poser, c'est est-ce que c'est circonstanciel? Donc est-ce qu'il s'est retrouvé là juste parce qu'il a monté un jeu au pied dans la boîte? Est-ce qu'on va être amené à le retrouver plus souvent dans cette zone du terrain pour amorcer des contre-attaques? Est-ce que c'est une volonté de la part du joueur ou est-ce que c'est une volonté du système de jeu et du staff? Quand on prend cette action, tu sens qu'il se dépêche de se replier pour se retrouver en position de pouvoir toucher le ballon. Bon, ça part sur un petit jeu au pied par-dessus et en réalité, il est vraiment à l'aise sur la couverture du troisième rideau. Quand on prend ce jeu au pied de Léo Barré, de Dupont, juste avant la réception de l'arrière français, on le voit prendre l'information de la couverture des japonais. Ok, elle est comment la couverture? Il donne l'information à Léo Barré et donc Léo Barré, quand il réceptionne le ballon, il sait exactement où est-ce qu'il va mettre son coup de pied puisque les informations ont bien transité. Je le trouvais vraiment déjà très fort avant, mais comme on l'a vu, les nouvelles règles maintenant, elles interdisent les escorts. Lorsqu'un joueur va déclencher un duel aérien, avant, ses partenaires qui se repliaient faisaient office de rideau pour deux raisons. La première, c'était empêcher l'adversaire de disputer le ballon dans les airs et la seconde, c'était protéger son partenaire tout simplement. Parce que quand il retombe, quand t'as des mecs qui arrivent à toute vitesse, ben en fait le mec il se fait allumer. Maintenant, si tu mets des escortes devant, eh bien potentiellement tu prends une pénalité. C'est ce qu'on a vu sur la première journée. Il y a vraiment beaucoup de pénalités qui ont été sifflées sur tous les matchs. Et ces zones-là, en fait, de duel aérien, ce sont des zones de transition. Il n'y a plus vraiment d'attaque ou de défense. Tu dois jouer ton duel aérien, mais ensuite tu dois aller très vite pour prendre toutes les décisions en fait. Et on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de franchissements qui sont arrivés justement à partir de ces zones. J'en profite pour te présenter un partenaire, et ça c'est pas une collaboration commerciale, c'est simplement un partenaire. Si tu es entraîneur de rugby et que tu cherches à faire progresser ton équipe, je te présente la formation en analyse vidéo qui est tenue par Serge Fourquet, analyste vidéo à l'UBB. Honnêtement, c'est une opportunité à ne pas rater. C'est la seule formation en France spécialement conçue pour le rugby et elle offre du coup des compétences précieuses pour augmenter ton niveau de compréhension du rugby et de coaching. Pendant 3 jours, en session de 3 heures, qui sont accessibles à distance, vous allez apprendre les clés de l'analyse d'un match de rugby, à savoir comment décortiquer les phases de jeu, les stratégies de l'équipe adverse, comment est-ce que tu transformes toutes ces données et ces observations en outils concrets pour vos joueurs. C'est une approche 100% pratique avec que des outils gratuits, de manière à pouvoir vous les approprier et les mettre en place direct sur votre prochain match. Ou professionnel, cette formation elle est éligible au CPF. Moi je connais des gens qui entraînent en régional et qui l'ont passé, de la même manière que j'ai des mecs qui ont le DES et qui l'ont passé. Et tout simplement parce que dans le rugby moderne, l'analyse vidéo c'est devenu un outil qui est indispensable. De la même manière que moi je débriefe les matchs, lui Serge c'est son boulot à plein temps de le faire, avec un peu plus de pression que moi quand même. Je vous invite vivement à cliquer dans le lien en dessous de manière à accéder à sa formation. Et puis vous allez pouvoir voir le jeu sous un angle peut-être un petit peu plus neuf. La chose suivante, c'est qu'on a assisté pour moi à un changement de philosophie et de mentalité par rapport au dernier tournoi Destination. Et oui, tu as Antoine Dupont, ça change énormément de choses, on le sait, mais on va essayer de ne pas se focaliser sur le retour d'Antoine Dupont. Et il y a plusieurs éléments qui me font dire ça. La première, c'est qu'on a joué un nombre de pénalités à la main qui a été tout simplement hallucinant. On avait décidé de mettre du rythme et surtout, c'est comme si on voulait augmenter le temps de jeu effectif. La question, c'est est-ce qu'on s'est permis de le faire parce qu'on était en train de jouer le Japon ou alors parce que c'est une volonté manifeste du staff, un changement de philosophie. Et en jouant rapidement ces pénalités, notamment, et même pendant tout le match, on a tenté d'aller chercher ses profils vitesse et notamment Louis Bielbiarré. On a voulu exploiter pleinement son potentiel. Et je sais pas si c'est pertinent, c'est vous qui allez me le dire dans les commentaires. Louis Bielbiarré, la vitesse, c'est un de ses super pouvoirs. Dès la 3e minute de jeu, en bout de ligne, il pousse au pied pour lui-même et marque un essai. On peut noter qu'à ce moment-là, la couverture des terrains des Japonais est incompréhensible. Il y a bien 2 joueurs en couverture, mais il y en a un qui reste tout en haut du terrain pour prévenir le retour au pied sur une transversale. Et il compense pas la montée du premier joueur. Et ça, c'est assez particulier et je suis pas sûr que contre les Blacks ou l'Argentine, il y ait autant de laxisme. Et toujours est-il que même si c'est bien défendu et qu'on a le Japonais qui se replie, ce sont des ballons qui sont extrêmement compliqués à jouer en attaque. Quand tu récupères la possession, si tu récupères un ballon qui est poussé au pied à 5 mètres de ton embut, avec tous les mecs qui sont en train de monter sur toi, mais c'est juste l'horreur à jouer. Et Louis, il exploite sa vitesse
et tant mieux. Sur le troisième essai français, c'est exactement le même type d'action. Sauf que c'est à partir d'une phase de transition où il y a un contre-ruck de Meafou qui, au passage, a été juste énorme sur tout le match. Et là, ça va extrêmement vite. À 18-0-0, il y a le contre-ruck et le ballon est disponible dans les pieds et les mains du 9 français. À 18-05, il y a eu 4 passes et Louis Bielbiarré, il est dans le couloir des 5 mètres. Mais ce qui est beaucoup plus dérangeant, c'est la couverture des Japonais. Encore une fois, on y revient. Durant ces 5 secondes, on a l'ailier japonais qui est en couverture à l'opposé de l'action. Ce joueur-là, ce même joueur, il est déjà à la bourre sur le premier essai des Japonais. Et il doit anticiper que sur une contre-attaque des Français, tu viens de perdre la balle dans un ruck, tu sais que les Français vont aller toucher le couloir. Tu dois anticiper et te replier à l'opposé pour anticiper le franchissement. Et là, c'est juste hallucinant parce qu'il ne tente même pas de couvrir. La balle se déplace et lui, il bouge pas. Et c'est pareil pour le 9 à ce moment-là qui est dans l'axe du ballon perdu, qui devrait et qui pourrait anticiper le franchissement et aller défendre, t'anticipes en fait tout simplement que les Français vont gagner du terrain. Et même chose, il le fait mais à la bourre. Et ce petit temps de retard et ces petits temps de retard à chaque fois, mais les Français ils les ont exploités à merveille. En réalité, c'est un petit peu comme faire le coup du berger à un débutant aux échecs. S'il fait pas le bon mouvement défensif, et ben en fait tu lui mets échec et mat. Et pour ce qui est cette volonté de jouer, quand on est à 7 minutes 40, on récupère une pénalité après une énorme séquence défensive. Tu te dis cool, la défense du 15 de France, elle est en place. On pourrait aller s'installer tranquillement chez l'adversaire. Mais non, Antoine Dupont, il joue vite la pénalité et là, improbable, il tape plein centre du terrain, même pas pour trouver la touche. En fait, il s'aperçoit que la couverture des Japonais n'est pas au top et il se dit même sur une pénalité, on va la jouer comme ça, on va taper loin devant et on va faire confiance au calme de Gaëton et Louis Bielbiarré. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a Gaëton et Louis Bielbiarré qui montent, alors on ne récupère pas la possession, et ce qui est relativement dommage, mais tu sens qu'on a visé cette vitesse de Louis Bielbiarré sur les ailes, tout simplement. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a exactement la même chose sur une pénalité en fin de match avec Lucu. À la 27e minute, on a Dupont qui joue une pénalité rapidement, on gagne du terrain, transversal au pied pour aller toucher Louis Bielbiarré, et on a clairement essayé d'aller taper sur le rapport qualitatif et sur les qualités intrinsèques de Louis Bielbiarré. Très bien. Maintenant, quand on va se jouer face à la Nouvelle-Zélande et à l'Argentine, leur couverture du terrain, je pense qu'elle est meilleure que les Japonais, et à mon avis, la vitesse de leurs joueurs et la compréhension du jeu est meilleure, et est-ce que ça va autant passer? Et bah, réponse dans une semaine. Une autre chose qu'on retrouve sur ce match, c'est ce qui a fait notre force avant la Coupe du Monde, parce qu'on l'a un petit peu perdu pendant la Coupe du Monde, et c'est le jeu pénétrant, cette capacité à enchaîner du jeu axial et en même temps menacer les leaders. Vous vous souvenez, Dupont il nous l'avait expliqué, en fait ce jeu en bridge où tu as du jeu pénétrant, tu as 3 quarts dans l'axe à la queue leu, et tout d'un coup ils vont décider de se projeter et de basculer pour pouvoir attaquer les espaces libres là où en fait la défense n'a pas circulé, puisque c'est très très difficile de défendre sur ce genre de séquence. Eh bien j'ai l'impression qu'on a recommencé avec ces principes de jeu. Et quand tu avances, que tu as des libérations rapides, là où on a particulièrement insisté, ça a été sur l'attaque des leaders défensifs. Ce premier ou ces deux premiers joueurs qui défendent sur le bord des rucks. Simplement parce que c'est des zones de rupture, c'est une zone où la défense est en train de circuler, et si tu arrives à éliminer les premiers défenseurs, bah t'as pas besoin de multiplier les passes, parce que quand tu fais des passes, le ballon il recule, ton but c'est d'avancer. Si tu ramasses et que t'avances, c'est plus efficace. On est habituellement très fort pour attaquer ces zones en intention, et attention, hein, vraiment c'est très très travaillé, il faut pas croire que c'est juste Dupont qui décide de porter, hein. C'est-à-dire que tu as tout un travail de lecture et de conditionnement des joueurs avec les axes de course, etc. qui sont faits, mais là c'est un autre sujet. En tout cas, on a réussi à mettre énormément de mouvements dans toutes ces zones-là. Pour n'importe quelle équipe, à la base, c'est déjà difficile à défendre, mais en plus, quand tu subis les collisions et que tu dois défendre sur Dupont qui menace, c'est quasiment mission impossible. Parce que même si tu défends bien, tu as toujours le facteur Dupont en face. Un autre secteur qui a été bon sur le match, mais je pense qu'il ne faut pas s'en gargariser, c'est plutôt normal, ça a été la conquête et notamment la mêlée. Quand tu regardes la première mêlée et que tu vois le poids des packs, tu te dis mamaï, il y a 80 kg d'écart, c'est énorme, c'est 10 kg par joueur. Sauf que, à mieux y regarder, si toi tu prends ton axe droit avec Tatafu qui a 145 kg et Meafou qui a 145 kg, ça te fait 290 kg. Le pilier japonais Takato il fait 105 kg et le seconde ligne Uluviti il fait 122 kg. Toi 227 kg. Tu as un delta quand même de 63 kg sur ton axe droit de la mêlée. C'est énorme. Bon, eh bien ça n'a pas manqué. Sur la première mêlée pour les Japonais, elle est stable, zéro souci. Par contre, dès que la fatigue, elle commence à se faire ressentir, quand tu arrives à la fin de la première mi-temps, ils ont commencé à se faire défoncer en mêlée. Et après, ça s'est pas arrangé pendant le reste du match. Alors, c'est quoi l'idée ou l'idée que Eddie Jones, il doit avoir derrière la tête quand tu as une équipe qui est beaucoup plus légère que les autres? Eh bien, quand tu as des joueurs mobiles, tu peux légitimement considérer qu'il faut augmenter le temps de jeu effectif, puisque plus tu vas augmenter le temps de jeu effectif,
effectif, et plus en face les profils qui sont lourds, perforants et qui peuvent te mettre à mal dans la conquête, sur les collisions, etc., il faut qu'ils la trimballent leur carcasse quand même. Quand tu fais 145 kg, ben, si tu es obligé d'augmenter en fait ton rythme de course et ton temps de course, tu vas perdre en énergie et en lucidité. Et c'est peut-être le pari d'Eddie Jones, puisqu'ils ont littéralement joué tous les ballons. Et ça, ils le font même au détriment de rester collés au score pendant le match. À 5-0, ils ont une pénalité 40 mètres en face des poteaux et ils font le choix de la pénale touche. Là, tu peux être quasiment sûr qu'ils vont pas te défier en ballon porté en début de match. Ils décident de déplacer le ballon avec un peel-off, donc ils sont toujours dans cette optique d'évitement de l'adversaire, pas sur du rapport de force direct dans un premier temps. Est-ce que c'est pas ça le plan d'Eddie Jones? Formater ses joueurs pour être capable de changer la physionomie du rugby mondial et forcer là où quand tu as des temps de jeu à l'heure actuelle qui font 40 minutes de temps de jeu effectif, tu te dis c'est déjà élevé. Est-ce que lui c'est pas son objectif, c'est pas d'augmenter ce temps de jeu effectif en se disant ok mais là pour le moment à 40 minutes de temps de jeu effectif, les mets à foot à Tafou ils tiennent. Par contre, est-ce que si là on passe à 50-55 minutes de temps de jeu effectif, ce qui serait juste hallucinant, est-ce qu'ils sont capables de tenir? Parce qu'à partir de ce moment-là, là où sur des séquences plus courtes et un temps de jeu effectif plus réduit, cette puissance et ce poids est un avantage, si ça dure 50 minutes, le match ou 55 minutes, mais ça sera clairement un désavantage. Et il y a eu des séquences très longues pendant le match et tu te dis c'est normal, les Japonais, oui on a l'habitude à ce qu'ils envoient du jeu. On défend fort et ils avancent pas réellement. Alors je suis d'accord, on défend bien, mais à un moment, j'ai l'impression quand même, alors le score il est totalement fait, mais qu'à partir de la 65e minute, le rythme que nous imposent les Japonais, avec au bout d'un moment, tout le monde est carbo. Sauf que quand tout le monde est carbo, j'ai l'impression que ça profite plus aux Japonais, que c'est les Japonais qui arrivent à trouver plus de décalage et à mettre plus de points. Ils enchaînent des séquences ultra longues et ils jouent tout. Nous aussi on a eu du répondant, ceci dit, parce qu'on s'est pas caché en se disant on calme le rythme, etc. On a des mecs qui ont continué à jouer tout rapidement à la main et donc ça donne des matchs ultra plaisants. Mais la stat qui est parlante quand même, c'est qu'ils ont parcouru plus de mètres que nous. Je pense qu'il va falloir suivre quand même l'évolution de cette équipe sur le volume de jeu. Après, c'est sûr que quand t'en prends 30 en première mi-temps, c'est difficile de revenir. Mais s'il y a 20 à 10 à la mi-temps, en seconde mi-temps, ça fait, il y a 20 partout je crois en seconde mi-temps, donc c'est pas non plus déconnant. Mais une chose est sûre, c'est que la France, pour moi vraiment, elle a été capable d'augmenter le temps de jeu effectif et d'avoir cette volonté d'envoyer du jeu. Et c'est top ça. Un autre petit élément qui m'a fait marrer et qui va forcer, je pense, World Rugby à changer son règlement. C'est ce que les Sudaf ils avaient fait pendant la Coupe du Monde. Quand tu as une équipe qui dégage en touche et que tu réceptionnes le ballon en touche, tu as le droit de la jouer rapidement. Donc l'adversaire monte pour venir t'empêcher de jouer rapidement. Et là, tu vois Léo Barré qui va se reculer progressivement parce que tu peux la jouer plus dans ton camp, la touche, mais pas dans le camp adverse. Et donc Léo Barré, il se recule tranquillement, et ça force les Japonais à avancer. Pendant ce temps-là, les avants français, ils se mettent en place dans l'alignement en touche, ils annoncent la combinaison, Movaka se place, et une fois qu'ils sont placés, tu as le porteur de balle, donc là Léo Barré, qui te fait une longue passe à Movaka, et tous les joueurs qui étaient venus empêcher Léo Barré de jouer rapidement, ils ne peuvent plus disputer le ballon et même pire, ils sont hors jeu puisque si la touche est lancée, ils doivent être 10 mètres derrière l'alignement. C'est une faille du règlement et on commence à le voir de plus en plus souvent. Malheureusement, ça nous a porté préjudice contre les Blacks puisque c'est des petits trucs qu'on leur a repris mais qu'ils avaient réussi à trouver et World Rugby ne va pas tolérer cette règle puisque sinon ça va se faire sur toutes les touches. Et si ça se fait sur toutes les touches et que ça se fait au détriment du jeu, ça va pas le faire. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur ce match parce que le rapport de force il semblait tellement déséquilibré que au final je suis déjà plutôt content des petits trucs que j'ai réussi à trouver qui sont pour moi plus des tendances et qu'on va voir se confirmer ou non pour le match de la semaine prochaine contre les Blacks et l'Argentine. Avant de se quitter, je vais vous présenter un petit livre qui me tient beaucoup à cœur. C'est un livre qui s'appelle Conquérante. Ça a été écrit par Serge Collinet qui est un ami à moi, qui est un entraîneur renommé, qui a écrit beaucoup de livres sur le rugby d'un point de vue technique d'abord. C'était le premier à sortir des livres techniques et ensuite des romans où il raconte en fait le collège dans lequel moi je suis passé, dans lequel Wesley Fofana est passé, dans lequel le champion olympique Stéphane Parez est passé. En fait, il sortait des internationaux tout le temps. Malheureusement pas moi, je suis peut-être international sur YouTube. Conquérante, c'est Lola qui nous raconte de l'intérieur l'aventure d'un groupe d'adolescentes qui décident de jouer au rugby comme les garçons de leur collège. Elles vont devoir vaincre des résistances et combattre bien des préjugés pour créer leur équipe et la faire vivre. Au-delà de la conquête d'un territoire historiquement masculin, elles vont nourrir ensemble un rêve qui va les souder pour toujours. Honnêtement, n'hésitez pas à le commander, allez voir même Mémoire de rugby à l'ancienne, un autre livre qu'il a écrit, c'est sur l'histoire en fait de mon collège, de ma vie et de la vie de ces internationaux comme Wesley Fofana aussi, qui était une génération sous moi. Et franchement, c'est génial de redécouvrir le rugby autrement. J'espère que ce débrief t'a plu et puis on se voit mercredi pour la compo. Allez, topette l'ami!